à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode du podcast Reconnexion. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, d'hypersensibilité et de bienveillance. Et pour allier ces trois sujets à la fois, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Céline Afonso-Tirel. Céline est fondatrice de l'agence Belle et Hugo et du réseau des entrepreneurs bienveillantes. Elle a récemment lancé le collectif des entrepreneurs hypersensibles et elle est également engagée sur différents sujets alignés avec ses valeurs et sa vision du monde et fait partie de ceux et celles qui contribuent au quotidien à transformer le monde dans lequel nous vivons pour un monde meilleur. Céline, je suis très ravie de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Dounia. Et pour commencer, j'aime poser une question à mes invités. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un moment de reconnexion que tu as vécu et qui a grandement impacté le cours de ta vie ? Oui, je pense tout simplement le moment où j'ai découvert mon hypersensibilité, ou en tout cas où j'ai pu poser un mot sur toutes ces émotions, tout ce passif, toutes ces interrogations, ces expériences, c'est peut-être des fois ces décalages aussi. Quand j'ai pu nommer ça, c'est pas pour mettre une étiquette, mais je me suis sentie reconnectée à mes pairs, entre guillemets. Je me suis sentie reconnectée à moi-même. Et je me suis surtout autorisée à être vraiment moi-même à partir de ce moment-là. Et c'est pas si vieux que ça. Mais pour moi, ça a été un moment extrêmement fort de reconnexion qui a été en plusieurs temps. Il y a eu plusieurs phases. Ça a été brutal aussi parce que ça a été une découverte quand même. Et puis on se demande pourquoi on ne le savait pas, pourquoi on est passé complètement à côté de ça et personne nous en a parlé. Mais ensuite ça a été un cheminement. Depuis je chemine toujours, mais c'est un instant très très fort que j'ai vécu à ce moment-là et qui est passé au travers de témoignages, de lectures d'ouvrages, de vidéos aussi, voilà, et puis d'échanges avec les autres aussi, de partage surtout. Et les entrepreneurs hypersensibles est un des résultats de cette découverte. C'est bien ça. Oui. Comment ça t'est... Pourquoi ce besoin ? Parce que j'ai l'impression que... Enfin, je suis aussi hypersensible, je suis dans l'entrepreneuriat, donc on a un miroir et on fait partie des reconnexions de pairs. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se reconnecter, à découvrir leur hypersensibilité. Comme tu dis, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Avant, on en parlait très peu. Or, il me semble, d'après les statistiques, il y a 20% de personnes qui sont hypersensibles. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui t'a amené de ton côté à créer ce réseau et voire même d'avoir créé aussi les entrepreneurs bienveillantes avant? Tu as raison d'allier les deux, hein, parce que c'est rigolo, tous ces projets finalement et tous ces collectifs, parce que c'est un peu ça, résultent aussi de mon propre cheminement en fait. Tu sais, quand tu chemines à l'intérieur de toi, ça fait des projections sur le monde extérieur. Il y a une expression que tu as, que j'adore, c'est traduire dans la matière, et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça en fait. Donc c'est un petit peu moi mes réflexions internes qui se manifestent à l'extérieur comme ça. Donc ça a commencé par les bienveillantes parce que les femmes, le care, la sensibilité, le rôle des femmes dans la société, là il faut vraiment que les femmes prennent leur place et qu'on leur laisse aussi leur place. Donc il y a énormément de choses qui bougent. Donc ça a commencé par les bienveillantes, mais on va sûrement en reparler après. Et ensuite, plus récemment, donc ça fait même pas un an, les entrepreneurs hypersensibles, parce que là c'était peut-être l'échelon au-dessus en termes
d'éveil, mais de reconnexion à sa sensibilité. Je pense que tout le monde est sensible, mais on est dans une société qui, jusqu'ici, nous apprend vraiment à la mettre de côté et ne nous apprend même pas que c'est quelque chose à chérir, que c'est un trésor, que c'est quelque chose de beau. On va mettre ça dans une catégorie de peut-être parfois de niaiserie, de faiblesse, de choses à côté. Enfin, voilà. Et nous, petits humains, on a grandi un peu avec ça, et là, on est en train de déconstruire petit à petit et de se rendre compte que non, en fait, on fait fausse route collectivement quand on se barricade dans ces idées-là qui sont totalement fausses et qui nous mènent à un monde, à une société avec ses travers qu'on connaît. Donc les entrepreneurs hypersensibles, l'idée, comme pour les bienveillantes, c'était surtout effectivement pas de créer un entre-soi, mais de faire que quelque chose qui était plutôt invisible à la majorité des personnes existe en tout cas. C'était pour exprimer quelque chose et montrer qu'on est là, montrer que c'est possible, pour aussi rallier les personnes qui pouvaient se retrouver, à qui ça pouvait faire un écho en elles, chez qui ça résonnait, et qui disaient mais mince, mais alors du coup moi aussi j'ai le droit, parce qu'en fait moi je joue un rôle là, donc si j'ai le droit d'être comme ça et qu'il y en a d'autres qui le font, j'y vais, et je vais faire mieux, et je vais être pleinement moi, et voilà. Donc c'était plus aussi dans l'optique de partage, pour que les personnes puissent s'autoriser, un peu comme moi j'ai l'impression de le faire depuis assez peu de temps finalement, depuis là ce nouvel entrepreneuriat, m'autoriser à être moi-même, parce que c'est là où on est meilleur, je pense, au fond. Donc voilà un petit peu pour l'objet principal en tout cas de la chose. Après il y a plein d'autres projets qui vont graviter autour de ça. Je me laisse le temps de faire les choses correctement. C'est aussi ça un peu les hypersensibles. On aime bien parfois aller en profondeur, puis on part aussi dans tous les sens. Il y a tellement de sujets pour faire des synthèses de tout ça, ça prend plus de temps que prévu. Mais l'objet premier de ça, c'était vraiment de se dire on existe en fait, on existe, et vous avez le droit d'être comme ça, et vraiment, enfin, vous avez un rôle en fait, vous avez un rôle à jouer, donc voilà. Exactement, et merci à toi. Moi, je sais que je t'ai connue en rejoignant le réseau Entrepreneurs Bienveillantes, et c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai rencontré des entrepreneurs d'une grandeur d'âme et d'une beauté extraordinaire parmi ce réseau, et donc merci à toi de l'avoir créé, de permettre en effet à d'autres personnes de s'identifier, de se reconnaître, de vouloir accepter cette part de féminin en nous, cette part de vulnérabilité aussi, de sensibilité, puisqu'elle nous compose en tant qu'être humain, et c'est vrai qu'on l'a mise de côté pendant assez longtemps, je pense. Oui, c'est vrai. Et il y a une femme d'ailleurs que j'adore citer par rapport à ça, c'est Gisèle Halimi, qui disait que oui, il faut que les femmes, alors elle disait prennent le pouvoir, mais je pense que tout le monde comprend ce qu'elle voulait dire, mais qu'elles le prennent à leur manière en fait, qu'elles ne reprennent pas les codes masculins, enfin en tout cas de cette société patriarcale qui nous ont été imposés, mais qu'elles le fassent à leur manière, parce que ça fonctionne très très bien, et ça fonctionne même mieux. Donc il faut que quand on lead, en fait, il faut qu'on le fasse avec notre cœur, il faut qu'on le fasse avec ce qu'on a envie d'amener, en fait. Il faut pas essayer de dupliquer un modèle qui aujourd'hui est révolu et qui appartient au monde d'avant et qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est pour ça que je pense que ce réseau, les bienveillantes, il est génial dans le sens créativité, parce qu'on s'inspire les unes des autres, et j'ai espoir qu'on se tire aussi les unes les autres vers le haut, parce que vraiment ce réseau, il est sublime dans le sens où on a posé des bases en fait, je pense, assez saines, et il y a même pas de question de concurrence, tu vois, c'est un mot qui n'existe pas, il est comme banni, tu vois, tacitement du groupe, et on est mais de manière hyper instinctive, dans une sorte d'entraide, de partage, de solidarité, parce qu'on s'est retrouvés via des valeurs en fait, et c'est tellement la base de tout, qu'une fois que tu as posé ça, tu peux tout construire après. Tu peux tout construire. Le reste, c'est, comme tu dis, de la traduction matérielle, tout ça. Donc, on fait avec les outils dont on dispose, on fait avec la situation dans laquelle on se trouve, notre expérience humaine, etc. On compose avec tout ça. Mais une fois qu'on s'est retrouvé par les valeurs, en fait, c'est évident, en fait. Et je pense qu'on peut tout faire. Donc,
Voilà, c'est aussi le but avec tout ça et c'est un collectif donc c'est pas moi j'étais juste au tout début avec d'autres personnes à l'initiative et après voilà c'est quelque chose qui grossit et qui évolue en fonction des personnes qui rejoignent dont toi aussi donc c'est assez chouette de voir ça, c'est vivant. C'est vivant, exactement. Alors peux-tu nous donner quelques mots un peu sur la genèse des entrepreneurs bienveillants, comment c'est né et peut-être même du coup pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre ce collectif qui nous écoute aujourd'hui, comment faire et qu'est-ce que vous proposez? Alors tout à fait, c'est vraiment encore une fois l'aventure du hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a pas eu de business plan, il n'y a pas d'ailleurs ce n'est pas monétisé, il y a une adhésion à 10 € par an qui est plutôt symbolique et qui en fait nous sert juste, je crois, pour le site internet. Et après, tout ce qui est en plus, eh ben, soit on va faire des projets solidaires, donc c'est-à-dire on va financer des assos, soit on va planter des arbres. Donc là, on va planter une forêt de 200 arbres pour l'afterwork de décembre. On va bientôt communiquer dessus d'ailleurs. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui a vocation à se monétiser. On est plutôt en marque blanche comme réseau pour pouvoir faire des événements, monter des projets avec à peu près n'importe quelle autre organisation sans que ça pose de problème. Et puis voilà, c'est aussi un outil, nous, qu'on a créé. Alors, comment ça s'est passé? Si tu veux, au tout début, c'est que moi, je me suis rendu compte avec ma petite communauté Instagram, donc il y a 2 ans et demi à peu près, que j'avais pas mal de femmes, effectivement, freelance, entrepreneurs, enfin, voilà, artistes aussi, autour de moi, qui étaient très dans cette mouvance de sororité bienveillante, de solidarité entre femmes, etc. Et qui avaient peut-être besoin aussi d'une safe place parce qu'elles rencontraient des situations et des expériences que seules les femmes expérimentent en fait. Et même si tu es l'homme le plus féministe du monde, le plus bienveillant, et moi j'en ai plein autour de moi, encore une fois, des hommes comme ça, et c'est une chance géniale. Ben, même si tu es comme ça, c'est très compliqué de voir avec les lunettes d'une femme les injustices, les petites choses, on a l'impression qu'ils sont anodines et qui en fait, non, sont pas si anodines que ça parce que mises bout à bout, tu te rends compte que c'est énorme en fait, comme discrimination ou tout ce qu'on veut. Et donc je me suis dit, je vais prendre ces femmes que j'arrête pas de connecter les unes avec les autres et je vais les mettre dans un petit groupe Facebook. Donc au début, c'était tout petit. On était une vingtaine, 25, je sais plus. Je sais même pas si ça s'appelait d'ailleurs les entrepreneurs bienveillantes, mais on a fait ça et en fait très vite les filles ont commencé à ajouter leurs amis entrepreneurs qui étaient aussi alignés sur ces valeurs et en fait ça s'est fait de manière hyper naturelle. C'est quelque chose de très organique en fait. C'est ça qui est joli, tu vois. On a laissé un peu la nature faire. Moi j'avais 2 amis entrepreneurs aussi à l'époque, donc j'avais Laetitia Rosé-Vallée qui a une agence de communication, l'agence Bloom, et Charlotte Maury-Delrieux qui est aussi une amie. Enfin les deux sont des collègues de travail, collaboratrices et des amis. Et en fait, on s'est dit, entre-temps, mais c'est super joli en fait ce qui est en train de se passer. On était presque un peu en spectatrice de ça. Et on sentait que ça commençait à nous échapper. On s'est dit, mais peut-être qu'en fait, il y a quelque chose d'autre derrière ce groupe et peut-être que en fait, ces femmes, elles se rassemblent parce qu'elles se retrouvent pas dans d'autres groupes, d'autres réseaux. On s'est dit, on va y aller en fait, on va faire un vrai réseau professionnel et on fera ce qu'on voudra puisqu'en fait c'est à nous. Donc on va essayer de faire quelque chose d'ultra collaboratif. Alors certes, ce sera sûrement parfois en mode un petit peu artisanal, etc. Peut-être au tout début extrêmement local et c'est toujours le cas parce qu'on a eu le Covid, donc du coup c'est difficile à date de déployer au niveau national, même si on n'arrête pas d'avoir des demandes depuis le début, donc c'est un peu crève-cœur, mais voilà, fatalement avec le Covid, c'est un peu compliqué niveau événement, mais pour l'instant, voilà, le noyau dur est ultra présent à Bordeaux. On organise plein de choses, on organise des ramassages de déchets, là on en a eu un avec Surfrider, parce qu'on s'est dit tout de suite, si on fait un réseau pro, on veut qu'il y ait vraiment du sens. Certes, on veut que ça apporte aux femmes, mais déjà, ça leur apporte tellement de se retrouver par ces valeurs, de se reconnaître, de créer du lien entre elles, de se rencontrer lors des after-work, lors d'éventuellement des petits déjeuners, etc. De manière, tu sais, c'est pas qu'on veut gommer le côté professionnel parce que on est toutes des entrepreneurs au sein du groupe. Il y a plein d'échelles d'entrepreneurs, de niveaux, tout ça dedans. Chacune a ses propres ambitions et c'est ça qui est joli et ça cohabite très très bien. Mais on veut pas gommer ça, mais on laisse une part beaucoup plus importante à l'humanité entre guillemets en fait. Sans être dans un monde de bisounours, on a vraiment envie que ce soit la personnalité des gens en fait qui soit plus important que tout, plutôt que de parler effectivement business uniquement.
comme on a presque toutes fait l'expérience en fait dans d'autres réseaux et qui sont quand même importants parce qu'après ils apportent plein de clés dans ce monde-là, dans cette société-là, pour pouvoir vivre de son activité, etc. Nous, on n'a pas forcément ce rôle-là. On l'a au travers des membres qui vont se conseiller entre elles. Il y aura du mentorat qui va se mettre en place aussi l'année prochaine. Mais voilà, ouais, ça va être super. Super. Ouais, mais là pour l'instant, vraiment le cœur des activités du réseau, c'est de donner du sens à nos rencontres. Donc on se rencontre pour des afterwork où effectivement on va souvent poser des intentions. On avait eu un arbre à vœux, je crois, pour le 2e afterwork qui avait super bien fonctionné. On a financé des assos pour les femmes afghanes. On fait une campagne de solidarité pour la SPA là pour donner de la visibilité aux chiens. On va soutenir une cantine solidaire qui fait travailler des femmes qui sont en situation de précarité. Il y en a la plupart qui ont fui leur pays avec leur famille. Donc là, on fait l'association est magnifique, elle s'appelle SAME, S-A-M-E, du côté de Bordeaux. On a d'autres associations comme ça qu'on soutient de manière régulière ou ponctuelle. Après, pour les femmes, on a effectivement les afterwork, on a les coworking. Alors les coworking, c'est Laetitia qui a inventé ça, enfin en tout cas qui nous a proposé ça. Et c'est même de là qu'est venu en fait le réseau. Ça a été pendant un coworking, on s'est dit mais on va faire quelque chose en fait. Et coworking, ouais, c'est génial. C'est pas du coworking, donc c'est du coworking où tu marches en fait avec tes pairs, ton réseau, enfin avec qui tu veux, et tu laisses aller en fait la conversation. Et en général, tu marches en nature. Et on a accolé à ça quand on marche en nature, en général toujours en nature, le ramassage de déchets. C'est que voilà, le but du jeu, c'est aussi de nettoyer un petit peu derrière notre passage. Et du coup, soit on le fait en forêt, on emmène un petit sac et voilà, soit on le fait sur la plage de manière un peu plus organisée. Et voilà, mais il y a tout plein de choses en fait. Il y a vraiment tout plein de choses. Sur le site internet, il y a les formats de rencontres, il y a des ateliers que les femmes peuvent proposer pour montrer leur métier en fait aux autres membres. Donc quand c'est gratuit, du coup c'est effectivement réservé aux membres et c'est gratuit. Sinon il peut y avoir une petite participation qui va une partie à l'intervenante et l'autre partie à une association qui a été choisie. Donc on avait eu même des cours de yoga avec je sais plus ce qui avait été soutenu, je crois que c'était l'Institut Curie ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, on veut toujours mettre du sens en fait. On veut que ce soit que ça fasse partie de l'ADN parce que ces femmes elles ont toutes, la plupart des humains, on a tous envie de faire des choses bien, surtout aujourd'hui, voilà, que ça ait du sens. Mais là, encore plus, là, c'est vraiment des gens qui ont fait un cheminement fort. Il y a eu beaucoup de femmes aussi qui ont fait des burn-out dans des entreprises, on va dire, plus tradies, sur des métiers plus, ça va peut-être te parler. T'as raison. Sur des fonctions transversales, tout ce qui est finance, gestion, audit, etc., avec des amplitudes horaires démentielles, à mettre un peu leur vie perso de côté, tout ça. Enfin, voilà. Beaucoup des membres du réseau viennent de ce monde-là et ont donc fait une reconversion sur des métiers où elles se sentent plus alignées, où elles sont souvent dans l'accompagnement parce que c'est quelque chose qui les attire énormément. Donc il y a une grosse représentation de ces personnes-là. Donc c'est voilà vraiment des gens qui ont vraiment cheminé et qui aujourd'hui ont besoin de mettre du sens à peu près dans tout. Et donc si elles ne le retrouvent pas encore à 100% dans leur travail, dans leur activité professionnelle au quotidien, ça va leur faire du bien aussi de se lancer dans des projets solidaires comme ça. Elles vont se sentir utiles. Et moi, la première, je sais que ça m'apporte énormément déjà en rencontre parce que voilà, ça me connecte à des gens super. Ça me donne espoir aussi de me dire waouh, c'est cool. Il y a vraiment des humains chouettes. Ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup de se dire ok, tout n'est pas perdu. On peut faire des choses bien ensemble. Et puis voilà, de se dire que non, le modèle du requin qui veut tout écraser sur son passage, c'est révolu. On peut tout à fait fonder une société collaborative. Ça va demander du temps. Les requins sont toujours là, ils écrasent tout, toujours. Mais voilà, il y a aussi des écosystèmes qui existent et qui sont sains. Et donc je pense que le but du jeu avec les bienveillantes, c'est aussi d'essaimer plus que tu vois le truc de s'étendre sur les afterwork et tout, il va falloir le faire. Mais essaimer au niveau des valeurs, déjà si on peut le faire rien qu'au travers du digital. Et d'ailleurs, l'afterwork de décembre, il sera digital, comme ça, il permettra à toutes de pouvoir participer. Super. Donc toi. Oui. Voilà. Donc déjà, si on essaie au niveau de ces valeurs et tout, et qu'on montre aux filles que c'est possible d'avoir ces valeurs-là et d'avoir une jolie vie et d'être aligné et de fonder un nouveau modèle, des nouveaux codes
d'entreprise et de vie, et ben on s'est gagné, je pense. Voilà, désolée, du coup tu m'arrêtes quand tu sens que je pars. J'adore, on va dans le flow, c'est super, et je pense que ça peut résonner également pour les personnes qui nous écoutent, parce que je pense comme toi que l'important, et ce qui est challenging aussi quand tu crées un collectif ou un système, que ce soit une organisation, une association, c'est de poser la raison d'être et les valeurs. Ouais. Et après, le reste, comme tu dis, ça se fait naturellement. Et in fine, ce qui réunit les gens, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr, et t'as raison, et c'est incroyable parce que pour la petite anecdote, quand on a commencé à se réunir, on s'est agglutiné, tu sais, comme une petite ruche en fait, sur le digital. Donc c'était avec le digital, tu sais, moi j'y travaille et c'est vrai que souvent on me pose la question, on me dit oui, mais c'est virtuel, c'est non. Moi je suis dans le social media, je suis community manager à la base et ça n'a rien de virtuel. Et d'ailleurs, quand je suis community manager, la première chose que je fais, c'est je cherche à comment créer un événement en fait pour que tous ces gens se rencontrent. Et là, avec les bienveillantes, c'était ça. Quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, qu'on a vu qu'il y avait plusieurs centaines de femmes, on s'est dit, au bout de quelques semaines, quelques mois, on s'est dit, on se rencontre en fait. Là, on pose quelque chose. Donc, l'asso n'était pas encore fondée, on n'avait pas encore posé les papiers, tout ça. C'est dit, non, mais là, on se voit. Et en fait, on était, je sais plus, entre 50 et 60 femmes entrepreneurs. Donc, on était full. C'était un client qui nous avait hébergé dans il y avait un espèce de coworking un peu privé. Ils avaient hébergé, donc il n'y avait plus de place, en fait, c'était plein à craquer. Et ce qui était incroyable, c'était, voilà, de passer à la matière et de se dire, ah mais non, mais ça existe vraiment, en fait. Elles sont vraiment là et c'est encore plus fort. La connexion est encore plus forte quand on est toutes là. Mais c'était pas mensonger, du coup, de toutes se retrouver via un groupe Facebook qui peut sembler un peu spécial, tu vois. En fait, non, tout ça était bien réel. C'est bien réel, c'est la réalité, c'est une traduction différente, c'est une manifestation différente. Mais là, le fait de se voir, il y a les énergies qui circulent, mais c'est incroyable. Toi qui es réceptive à ça aussi, c'est trop beau. Et là, oui, j'ai espoir que ce Covid nous laisse un petit peu tranquille. On essaiera dès qu'il fait un peu beau, parce que là, avec l'hiver, j'ai l'impression que ça va être compliqué, mais dès qu'il fait beau, il faut qu'on se rencontre à nouveau. Il se passe vraiment des choses quand les femmes se rencontrent. Elles se portent les unes les autres. Chacune est un rôle modèle pour l'autre. Hein. C'est vrai que c'est tout à fait comme ça que ça se passe, quoi. Tu vois ton miroir, tu vois ton écho, tu vois que tu traverses les mêmes choses, que ce soit des galères ou des joies. Enfin, et ça fait un bien fou. Ça te rebooste et tout. Et ça, on l'expérimente à chaque rencontre. C'est magnifique. Oui, c'est super. Pour avoir participé à certains événements en distanciel et animé des ateliers, en effet, ça crée... Oui. En fait, on est ensemble. C'est quand on prend un peu de recul, même par rapport à l'expérience de la vie, finalement, c'est les rencontres aussi qui font qu'on co-crée ensemble, qu'on partage des choses, qu'on veut avancer ensemble, qu'on s'aide les uns les autres aussi, les unes les autres, dans nos chemins respectifs pour co-créer. D'ailleurs, tu as l'initiative de plusieurs collectifs, tu as cet atout de pouvoir connecter aussi et créer ces collectifs pour avancer ensemble. Et à mon sens, c'est ce qui va clairement faire la différence. C'est quand on se rencontre ensemble, qu'on met nos compétences au service d'une vision et d'un sens commun au-delà de nos parcours individuels. C'est le côté collectif. Ouais, c'est magnifique parce que tu poses les mots, en fait, c'est exactement ça. Mais tu vois, au moment de le faire, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais au moment de le faire, en fait, juste ça se fait. Tu sens cette vision, en fait, qui t'appelle, ces valeurs, tu sens qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire bouger, que tu pourras pas le faire tout seul, et qu'il faut que tu embarques plein d'autres âmes et plein d'autres cerveaux, plein d'autres idées, et plein d'autres, voilà, qui enrichissent tout ça, qui nourrissent tout ça et qui font bouger aussi avec toi. Mais tu te rends pas compte de ça. Enfin, moi, je sais que c'est toujours en regardant derrière ou en essayant de m'extraire un peu, de me dire ah mais oui, en fait, on est plein et il s'est passé ça et en fait, oui, ça existe et ça aussi. Mais tu sais, je suis la plupart du temps tellement comment dire, guidée. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Je passe pour une folle quand je dis ça, mais tu sais, il n'y a pas forcément de stratégie. Je me sens en itération permanente à l'intérieur, tu vois, pour tout te dire. Et je pense qu'il faut aussi dire des choses comme ça, parce que je suis quelqu'un aujourd'hui qui se sent très très bien dans sa vie,
90% du temps. Mais j'ai des moments de doute, enfin 90% du temps. Non, c'est faux en fait. Tout ça cohabite en fait. Tout ça cohabite et ça peut varier d'un instant à l'autre. On va dire la plupart du temps, cette part de sérénité et de je me sens à ma place en fait. Aujourd'hui, elle est réelle et elle est plus forte. Mais je suis aussi quelqu'un qui doute énormément et qui passe sa vie et son temps à se remettre en question, à se sentir inutile au plus haut point et aussi incompétente. Et je pense que c'est bien de le dire. Non pas que j'ai fait des choses extraordinaires, mais je pense que véhiculer aussi une image de ça va super bien tout le temps et en fait j'ai fait ci, ça, c'est cool et on s'éclate et tout, c'est faux, c'est totalement erroné et bien sûr que le temps de faire tout ça, on est passé par des moments où on savait pas les bienveillantes, sincèrement, plusieurs fois je me suis dit oh là là mais dans quoi je m'embarque, en fait je suis pas sûre, je sais pas, ça m'appelle énormément, je sais qu'il faut y aller, je sais qu'il faut le faire, mais je suis peut-être pas capable, peut-être que, enfin voilà, il y a eu des moments de doute terribles, mais en fait, c'est plus fort en fait. Cet appel est beaucoup plus fort et en fait, les choses se font tellement naturellement, même si évidemment il y a plein de petites embûches, que ce soit des trucs administratifs du monde réel, des vraies galères où on se dit mais mon Dieu, on n'est vraiment pas aidé quand on veut faire quelque chose, c'est fou. Comme tu dis, quand on veut co-créer, mais qu'est-ce que c'est relou dans ce monde. Il faut ramer, voilà, des fois c'est vraiment vraiment dur. Donc il y a des soirs c'est la loose. il y a des soirs où on déconnecte et on se fait juste du bien et c'est là où le self-care intervient. Moi je sais que en ce moment c'est bien chargé et je poste moins, donc ça c'est juste un exemple, mais je poste un petit peu moins, j'en parle parce que j'ai plein de gens qui commencent à me poser des questions. J'ai une communauté tellement bienveillante sur Instagram, les gens me disent est-ce que tu vas bien, et du coup je le dis, tout va très bien. C'est quelque chose de naturel, encore une fois, et de pas calculer, de pas imposer à moi-même. Je me suis pas dit je vais poster moins. C'est que en fait, voilà, de manière naturelle, ça me fait du bien d'alléger un peu mes publications Instagram en ce moment, qui sont un partage très sincère en fait et spontané la plupart du temps. Et donc si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et voilà. Et c'est aussi parce que je prends soin de moi et des fois il y a des moments où j'ai besoin, ça c'est aussi mon côté hypersensible, donc c'est sûrement plus prononcé chez les hypersensibles que chez les gens qui ne le sont pas. On a vraiment un fort besoin, et ça personne nous l'apprend. On a un fort besoin, pas de repli sur soi, mais de reconnexion à soi-même. Et du coup, ça fait aussi le lien avec ce podcast. C'est de vérifier aussi son alignement, prendre soin de soi, vérifier qu'on est bien en accord là en ce moment avec les projets qu'on mène, avec la vie qu'on est en train de mener, avec les connexions qu'on a établies, les personnes qui sont dans nos vies. Tout ça, c'est hyper important parce que tout ça nous prend soit ça nous donne de l'énergie, soit ça nous prend de l'énergie. Ça fait souvent les deux d'ailleurs. Ça dépend des moments, ça dépend comment on se sent, etc. Et de qui il s'agit, quel projet il s'agit. Mais c'est vraiment important de protéger son énergie en fait et de la mettre au bon endroit. C'est un peu comme le temps. On a un temps qui est quand même, c'est pas qu'il est limité, c'est que on a un temps imparti et il faut savoir bien le dépenser, il faut savoir le mettre au bon endroit. En fait, c'est pour ça que tout ce qui est, en tout cas pour moi en tant qu'hypersensible, je pense, tout ce qui est psychologie positive, ça m'aide énormément parce que ça me met dans une bonne dynamique, ça me nourrit, ça m'aide à aider les autres. Donc à partir de là, moi ça me donne une force incroyable en fait pour aider les gens, et je sens que voilà, ça rejaillit en fait au travers de ça. Donc c'est un peu une base en fait, c'est une base saine et un peu rayonnante. Et ensuite effectivement, il faut vérifier comme on est en éponge et en hyper empathie permanente, il faut vérifier à pas être imperméable parce qu'on ne saura jamais faire, mais à toujours être bien ok avec soi-même en fait, parce que cette sensibilité, ces émotions, elles nous guident aussi. Ce petit cœur, il nous guide, cette humanité, il nous guide. Et on est dans une société qui est tellement spéciale. On est dans une société qui est pas vraiment faite à 100% pour les gens qui sont comme nous. La preuve, même si on est beaucoup, et c'est ça qui est rassurant, même si on est beaucoup, en fait, on est en minorité. 20%, voilà, par rapport au total, ça reste une minorité. Donc quand on se détecte les uns les autres, c'est chouette, mais sinon c'est vrai qu'on est souvent avec des gens et qui peuvent nous apporter énormément. On est ultra complémentaires, mais on est souvent avec des gens voilà qui voient pas forcément le monde avec nos lunettes et
et des gens qui évoluent dans la société plus facilement que nous entre guillemets, parce que eux ils ont les codes de manière plus naturelle. Nous on doit faire plus d'efforts, on doit s'adapter, se suradapter même, et ça c'est quelque chose quand on se rend compte qu'on est hypersensible, enfin que voilà, qu'il y a en tout cas une particularité hypersensible, on se dit ah mais ouf, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que tout me paraît complètement décalé quoi par rapport à ce que moi j'ai au fond des tripes quoi. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça que ces moments en fait ressources sont ultra importants, et il ne faut pas culpabiliser. Nous on a une personne d'ailleurs au sein du bureau du réseau qui fait ça super bien, et elle me fait rire parce que du coup des fois elle loupe des réunions. C'est Anne qui est la secrétaire en fait des bienveillantes, et elle est très dans cette philosophie là. Enfin c'est une personne que j'apprécie énormément, et elle fait souvent des retraites, elle fait souvent donc en fait on la voit pas des fois pendant plusieurs jours, on n'entend plus de nouvelles, elle fait une déconnexion des réseaux, tout ça, et je suis tellement admirative de ça parce que je pense qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue, mais il faut avoir une force incroyable pour réussir à faire ça, parce que on est assailli d'informations, on est assailli de notifications, de faux impératifs, d'urgence, quand on est entrepreneur, on a aussi cette culpabilité qui arrive, ou dès qu'on fait moins de chiffre d'affaires ou quoi, ou dès que on a une question, oui mais tu fais combien, oui mais t'as combien d'employés, enfin, on est sur en fait des questions qui n'existent pas. Je veux dire, justement on est en train de faire évoluer l'entrepreneuriat, on est en train de décaler les critères, les critères, c'est même pas des critères d'ailleurs, c'est juste le curseur de, tu sais, tous ces mots, croissance, concurrence, chiffre d'affaires, réussite, tout ça en fait, c'est des codes qui sont en train d'évoluer. Et Anne, je trouve qu'elle est hyper inspirante parce que en fait, elle fait fi de tout ça. Tu sais, elle tourne le dos à ça et elle dit, moi, je vais être entrepreneur, mais à ma manière en fait. Et je suis pas ok avec la plupart des codes qui me sont imposés. Donc, je vais proposer autre chose avec lesquels je suis plus en phase. Et je sais que je suis pas la seule. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment trop chouette. Pour moi, qui n'arrive pas encore à le faire totalement, tu vois. Merci à toi. Ça me fait penser à différents sujets. Je pense que ce qui motive l'entrepreneuriat aussi pour beaucoup, même si c'est pas toujours conscientisé, c'est cette liberté, cette capacité à créer quelque chose à notre image, qui nous ressemble, avec nos codes. Et en même temps, pour beaucoup, c'est aussi vouloir changer quelque chose, apporter sa patte, sa différence, réparer une injustice qui existe. Et c'est là où l'entrepreneuriat, on voit bien qu'il prend une place de plus en plus importante, que les nouvelles générations veulent de plus en plus se lancer en tant qu'entrepreneur. Oui. Et ça offre aussi, alors on est en train de redessiner, comme tu le dis à juste titre, de désapprendre, d'enlever les codes. Moi, ça me fait rire aussi la question souvent qui est posée, est-ce que ça marche quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, demande-moi est-ce que je suis heureuse ou je suis épanouie? Voilà, c'est ça. On est en train... C'est tout à fait ça. En fait, on est sur des critères froids. J'avais vu une vidéo qui était géniale à ce sujet-là où, tu sais, quand on a... Alors moi qui suis maman de 2 petits-enfants, ça m'a vachement touchée parce que le professeur dans la vidéo disait, quand on est parent, souvent le réflexe, quand on a le petit qui rentre et tout, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? C'est, on lui demande pas, tu sais, comment tu t'es senti, est-ce que tu t'es, enfin voilà, est-ce que t'as passé un bon moment, est-ce que tu étais heureux aujourd'hui, et du coup maintenant, tu vois, c'est quelque chose que je fais souvent, mes petits quand ils y vont, je dis pas travaille bien ou quoi, enfin je fais éclate-toi, je amuse-toi, enfin voilà, passe un super moment. Et c'est vrai qu'on est souvent, comme tu dis, sur des données en fait un peu factuelles, un peu pragmatiques et un peu froides. Et on va pas aller sur la qualité, enfin, on va pas aller sur quelque chose de différent. Et je pense que ça, c'est des modèles qui nous parlent. Et comme tu dis, beaucoup de gens, même comme tu dis, si c'est pas conscientisé aujourd'hui, beaucoup de gens qui entreprennent, c'est pour la liberté. La liberté qui veut dire beaucoup de choses en fonction des personnes, mais c'est pour la liberté. Clairement, moi, je sais que c'est quelque chose d'hyper fort chez moi. La liberté, j'ai vraiment besoin de ça. Fait partie intégrante de mon être et de ce que je suis, mais c'est effectivement aussi pour apporter au monde, et c'est donc cette quête de sens. Et j'étais tombée sur une donnée qui vaudrait le coup de la réactualiser sans doute, que 60% des femmes, à mon avis plus que ça, entreprennent pour changer le monde, alors à leur niveau, à leur échelle, mais bien sûr que si tout le monde se lance pour changer le monde, ça va vraiment changer le visage du monde. Donc voilà, je pense que, je le dis à chaque fois, pardon, mais je pense que quand on a quelque chose comme ça qui nous appelle, certes c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut y aller quoi. Faut y aller parce qu'il se passe des choses en ce moment, le monde est vraiment en transformation, et trouver des collectifs comme ça
pour trouver ses pairs et s'encourager et se donner l'élan et l'énergie. Ça fait du bien et ça permet de se porter les unes les autres. Donc vous n'êtes pas toutes seules quand vous vous lancez. Il y a vraiment plein de femmes qui demandent qu'à se connecter les unes les autres et à se suivre aussi de manière ultra naturelle. Donc faut y aller. Faut y aller. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense, et merci à toi de partager les doutes que tu peux rencontrer parce que ça fait partie du chemin. Pour moi, c'est humain et c'est pour tout le monde pareil. Même si c'est vrai que des fois on en parle, des fois un petit peu moins, mais je pense que c'est important de le poser. Les doutes, c'est normal et c'est aussi les doutes qui vont nous amener à récupérer quelque part cette confiance en soi. Si des doutes se manifestent, c'est qu'il y a une raison. Des peurs, on en a tous. Des peurs, j'allais en parler. C'est ça. Les peurs. C'est vraiment présent, c'est un super indicateur. La peur. La peur. La peur quand on est entrepreneur, l'incertitude, le fait de, comme tu dis, en plus on sent cet appel, donc on sent qu'on a envie, c'est hyper fort et en même temps, on sait pas où ça va nous mener et des fois, à juste titre, tu parles de vision, tu dis on l'explique pas, on ressent, parce que c'est vrai que ça s'explique pas, tu ressens pourquoi il y a quand tu regardes ta boussole, même quand tu es avec des gens, à la fin, est-ce que ça te donne de l'énergie? Est-ce que tu en perds? Est-ce que des fois, t'as des sourires qui se manifestent, tu comprends pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que à l'intérieur, t'es à juste place et c'est quelque part se libérer aussi de ces craintes, ces doutes, ces incertitudes pour réapprendre à vivre au moment présent aussi. Tout à fait. Et pouvoir en collectif avancer ensemble. Et oui, je pense que c'est important de le partager aux personnes qui nous écoutent. C'est normal d'avoir des doutes et des peurs et on peut aller au-delà. Alors, est-ce que toi, tu as peut-être des conseils peut-être sur des rituels ou des pratiques ou des choses que tu expérimentes pour réussir à cultiver au quotidien cette cette sérénité et garder foi en toi, en tes projets, en notre monde aussi? Oui. Alors, c'est pas forcément. Alors après, bien sûr, je peux citer la respiration, la cohérence cardiaque, la sophrologie, la méditation. Tout ça, ce sont de formidables outils. Surtout si vous êtes avec une sensibilité élevée, ça va forcément vous aider parce qu'on a toujours un petit fond d'anxiété qui est bien présent parce qu'on est hyper stimulé, etc. Donc oui, ça aide énormément. Après, encore une fois, moi, je pense que c'est vraiment... le mental est extrêmement fort en fait. C'est impressionnant comment le mental est puissant. Et quand je parle de psychologie positive, je sais que c'est assez critiqué parce que certains vont y voir encore le côté un peu bisounours ou un peu on se coupe d'une certaine part de réalité qui est toute cette part d'ombre, etc. Moi j'ai une part d'ombre extrêmement forte, elle est très très présente, ma part d'ombre. Et donc non, c'est pas du tout ça. C'est plus pour se mettre dans une bonne énergie qui après permet de faire plein de choses géniales en fait et de se connecter aux bonnes personnes. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction que j'ai découvert un petit peu juste avant l'hypersensibilité. En fait, cette loi de l'attraction, si vous connaissez pas, mais je pense que la plupart des gens qui écouteront ce podcast connaissent. Je pense aussi. Voilà, je pense aussi. En fait, c'est quelque chose, pareil, c'est critiqué, etc. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui existe, mais à qui on peut, auquel on peut donner le nom qu'on veut, en fait, selon comment on le conscientise, comment on le ressent. Tu vois sûrement que c'est cette reconnexion. Il y en a, ils appellent ça le lâcher prise. Il y en a d'autres qui appellent ça c'est ça en fait, le fait de se laisser aller dans le flow. Ça prend en fait l'idée, le concept, la forme que ça veut pour n'importe qui. Moi, cette loi de l'attraction, quand je m'y suis intéressée, ce que je sais, c'est que ça a vraiment résonné en se disant, comme tu dis, quand on est entrepreneur, on se lance, c'est un peu flou. Il y a plein de peurs qui arrivent, il y a plein de doutes qui nous assaillent. On sait jamais ce que ça va donner. Et en plus, le pire, c'est que avec l'expérience, on se rend compte que ça change tout le temps. Donc c'est ultra vivant, c'est ultra mouvant. Il faut être hyper agile. Il faut pas avoir peur, faut pas aussi culpabiliser de changer. Au contraire, ça fait partie du process et il faut pas se dire oh là là mais qu'est-ce qu'on va penser, que je suis pas stable, que ça c'est pas bon, que ça va pas marcher. Pas du tout. C'est normal et en fait encore plus aujourd'hui dans ce monde qui évolue hyper vite. Donc non c'est tout à fait normal. Mais en fait cette loi d'attraction, moi quand je l'ai vraiment conscientisée, je me suis dit mais oui c'est ça en fait et elle m'a aidée à pas affronter mais à accepter cette peur et à me dire oui en fait c'est normal et là j'ai pas les réponses en fait, j'ai le début du parcours, donc je commence, allez c'est parti, j'y vais et puis on verra en fait, on va voir ce qui va se passer
Et en fait, c'est très drôle parce que quand on se met, alors je sais pas si c'est dû à ce switch mental et à cette opération, on va dire, psychique et psychologique qui se met en place, mais quand on se met comme ça, on dégage une espèce de sérénité et de confiance en la vie. On se dit, les choses vont se mettre en ordre en fait. Et c'est vrai que quand j'observe un peu mes mentors, qui ont souvent été des hommes d'ailleurs, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand je les observe, je me dis mais c'est marrant parce qu'en fait c'est des gens qui fonctionnent comme ça. Et la vie en fait met les bonnes personnes, met les bons événements, organise des choses et en fait voilà, il y en a qui appellent ça effectivement des manifestations, des choses etc. Il y a plein de termes en fait qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est réel en fait. Quand à un moment donné on arrête de lutter ou de se recroqueviller dans la peur et de dire oh mon Dieu là qu'est-ce qui va se passer, et de se poser 10 milliards de questions et du coup de se figer, quand on arrête ça et qu'on se dit non mais c'est pas grave. En fait, ça va aller et il va arriver quelque chose. Ou alors, je vais me connecter avec telle personne. Ou alors, il va y avoir ça. Et je vous jure. Et ça vaut aussi, par exemple, quand on est freelance et qu'on se dit, oh, mon Dieu, oh là là, mais en fait, là, ça, c'est fini. Mais il va se passer quoi, en fait, les 6 prochains mois? Parce qu'en fait, là, je vais être à 0. Comment je vais survivre, tout ça? Et ben, je vous jure qu'en fait, non, il y a des choses qui tombent. Ça arrive, en fait. Donc, il va peut-être y avoir 2 semaines de stress intense et vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout? C'est affreux. Je suis pas du tout à ma place et non, je vous promets qu'après le truc se remet à la normale, voire plus. Enfin voilà, mais il faut qu'à l'intérieur il se passe quelque chose. On peut l'appeler donc connexion, on peut l'appeler reconnexion, on peut l'appeler alignement, on peut l'appeler loi de l'attraction. Il y a plein de choses et c'est pas forcément les mêmes concepts, mais il faut que vous trouviez en tout cas cet état qui vous permet d'être serein quoi qu'il arrive en fait. On dit toujours que peu importe l'événement, alors c'est facile parce qu'il y a quand même des situations extrêmes bien sûr, mais je veux dire d'une manière générale, peu importe les événements qui nous arrivent, c'est souvent la manière dont on va y répondre et comment on va se comporter face à ça qui sera le plus important et qui va impacter et notre bonheur et notre vie. Et c'est réel et moi je sais que je fonctionnais vraiment, j'étais en hyper réaction de tout, j'étais submergée par mes émotions parce que les hypersensibles on a des émotions extrêmement fortes et encore aujourd'hui bien sûr c'est toujours très très fort dans un sens ou dans un autre, positif ou négatif, c'est pas négatif mais on va dire voilà des émotions qui sont pas très agréables des fois, et c'est très fort mais elles sont je cohabite aujourd'hui sereinement avec en fait et au contraire je me dis c'est un beau cadeau parce que c'est un super indicateur et ouais on voit la vie en 5 dimensions tout le temps en HD. Mais du coup, ça nous sert parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des projets du coup qui se mettent en place, etc. Et qu'il y a des gens qu'on rencontre qui sont merveilleux et avec qui on peut amplifier des projets qui ont du sens. Parce que tout seul, on fait pas grand-chose. Il faut toujours se connecter. C'est pour ça que j'adore ce mot aussi que tu prononces depuis le début, co-création, et que je vois aussi dans tes textes et tout, cette co-création, elle est réelle. On est en permanence en co-création. Le mot création ne devrait pas exister en fait tout seul. C'est super joli, super joli. Merci à toi. Et oui, je pense comme toi que on avait dans nos sociétés, dans les années passées, un certain rapport aux émotions. Et c'est vrai que même dans les systèmes éducatifs, dans nos organisations, on cohabitait pas forcément. J'aime bien quand tu parles de cohabiter. Je cohabite en sérénité avec, en fait. C'est au lieu de les laisser de côté ou de les renier ou de les empêcher de s'exprimer. En fait, on leur donne une autre place, de dire, OK, on accepte qu'elles soient là, on accepte qu'elles se manifestent. En plus, si elles sont là, c'est aussi qu'elles ont des messages. Elles sont pas là pour rien, en fait. Elles sont là pour nous dire des choses. Et on va pas écouter juste la tête et le mental, on va aussi écouter elles quand elles viennent. Et quand elles viennent, au lieu de les contraindre ou de les rejeter, elles vont juste nous traverser. Ça peut être très inconfortable, je te confirme. En même temps, je sais que dans mes formations de mindfulness, en fait, justement, ce qu'on dit, c'est que finalement, la réaction qu'on a, les émotions, je crois qu'elles nous traversent en quelques secondes. De mémoire, c'est 3 à 7 secondes. Mais en fait, c'est la réaction qu'on peut avoir par rapport à l'émotion qui va quelque part intensifier sa présence et sa raison. Or, je pense que quand elles sont là et même quand elles nous traversent, en fait, elles libèrent aussi des choses et permettent de dégager un nouvel espace pour qu'une nouvelle énergie aussi s'installe. Et quand on est hypersensible, en effet, on est plus réceptif et en même temps, c'est normal. Pour moi, c'est OK de pleurer, c'est OK d'être en colère, c'est OK. Bien sûr.
d'accepter tout ce qui nous traverse et pourquoi ça nous traverse et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur aussi de cette émotion qui peut nous indiquer aussi parfois des blessures un peu plus profondes qu'on peut être amené à résoudre ou essayer de guérir en tout cas pour aller de l'avant avec plus de sérénité et de lâcher prise. Donc merci à toi de parler avec toute authenticité de ces sujets qui nous traversent tous en tant qu'êtres humains en fait. Oui, tous en fait, on est tous concernés bien sûr, mais merci à toi parce que c'est toi qui on co-crée cet espace ensemble et c'est aussi pour ça que ça a du sens de se livrer et justement le fait de découvrir, tu sais, le concept d'hypersensibilité, c'est aussi ce qui m'a amené à partager beaucoup plus. J'étais quelqu'un du coup déjà de très réservé, de très timide de base, parce que hyper conscience du jugement des autres en fait, et toujours à craindre ça de manière inconsidérée, ça me paralysait totalement. Et en fait, le fait de découvrir ça, je me suis autorisée encore une fois à être moi, en me disant bon, ok, du coup c'est aussi pour ça que des fois tu peux sembler un peu bizarre sur certains trucs, que des fois là c'est ta zone de confort et on va te dire ah mais ça c'est top et tout, mais par contre des fois je suis nulle sur machin. Et en fait j'ai accepté ça, alors que avant j'étais un pire tyran en fait avec moi, cette quête de perfection. Alors quête de perfection oui et non, parce que c'est plus que soit j'étais dans une dévaluation absolue de qui j'étais, soit effectivement il fallait que ce soit parfait et c'était que comme ça que ça pouvait se faire et tout. Si tu veux, j'avais peur de l'échec, j'avais peur de tout ça, et le fait en fait de trouver ce concept d'hypersensibilité, ça m'a fait accepter justement tout ce que je disais, cette cohabitation avec toutes les parts de moi-même. Donc c'est aussi ça que j'aimerais partager aux autres, c'est que la perfection ça intéresse personne en fait, et oui on a tous envie d'être des humains meilleurs, etc. Mais on a tous ces zones d'ombre, ces parts de soi des fois qu'on aurait aimé cacher ou quoi, ou dont on est un peu moins fier, ou en fait on cohabite tous avec ces parts-là, et c'est aussi grâce à elles que on peut faire des choses super. Et moi à partir du moment où j'ai accepté ça, je me suis libérée et c'est là où je me suis autorisée à créer en fait. Avant, je ne m'y autorisais pas parce que j'étais enfermée dans ce truc en me disant non mais tant que j'ai pas évacué cette part de moi-même qui me gêne et que je n'assume pas, je ne peux pas créer, je suis pas légitime, je suis pas assez bien, je suis pas ce qu'on attend de moi. Et c'est faux, c'est totalement faux. On est des humains, ça ne peut pas être parfait, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Sinon, il n'y aurait plus d'humanité déjà, on serait tous remplacés, voilà. Mais non, et c'est magnifique en fait d'être comme ça, et la vulnérabilité, se montrer authentique. Enfin, je pense que tout le monde a besoin de ça aujourd'hui parce que ça nous reconnecte profondément les uns les autres en fait. Et on est tous hypersensibles ou pas, on est tous pareils au fond. On est tous des humains. Donc cette sensibilité, certes, elle est exacerbée chez les populations hypersensibles, mais elle est bien présente chez les humains qui ne sont pas estampillés hypersensibles. Les étiquettes, les cases, etc. En vrai, ça n'existe pas. Vous savez, le livre de Helen Aron, donc qui est la première en fait psychiatre et qui est aussi hypersensible. Donc aux US en fait, à avoir mis le doigt sur l'hypersensibilité, enfin avoir conceptualisé ça. Elle a fait plusieurs ouvrages là-dessus. Et en fait, il y a un petit test au début de son premier livre qui n'est pas « Êtes-vous hypersensible ?» Donc, il y a plein de questions, etc. C'est « Vous sentez-vous hypersensible ?» Et en fait, c'est toute la différence. C'est est-ce que vous vous reconnaissez hypersensible? Vous là, c'est pas est-ce que vous êtes hypersensible. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour savoir si voilà, on est orienté hypersensibilité, etc. Mais il n'y a pas un test tout seul en fait pour faire une vraie évaluation et vous mettre dans une case hypersensible. Donc c'est encore une fois important de se connecter à soi et de s'accepter pleinement pour sentir ça, pour se sentir vraiment. Et après, on compose avec les parts de nous, on va dire, qui sont peut-être plus difficiles à gérer dans ce monde-là, ou qui sont pas embarrassantes, mais disons voilà, dont c'est plus difficile de s'accommoder pour nous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'y arrive. Il y a des jours où c'est plus difficile. J'ai, par exemple, juste pour parler de ça, c'est pas une thérapie, c'est pour partager vraiment et donner de l'espoir aux gens qui se reconnaîtraient, tu sais, dans un parcours comme celui-là. Cette haute sensibilité, je sais qu'elle amène souvent des traits de personnalité communs. Là, je suis en train de lire un livre, j'ai l'impression de lire ma vie, et ça me trouble énormément, et je me rends compte vers la fin du livre que la personne est effectivement hypersensible et qu'on a affronté des choses similaires dans notre jeunesse. Moi, par exemple, j'ai eu pas mal de troubles du comportement alimentaire. J'ai eu une période de ma vie, enfin ça a été par cycle, parce qu'après on se croit souvent guéri. En fait, c'est quelque chose qui nous quitte jamais vraiment. J'ai eu des périodes d'anorexie.
et même de boulimie vomitive. Donc c'est quelque chose qui esquinte énormément le corps. Et puis bon, le psychisme, je n'en parle pas, mais voilà, c'est des choses en fait qui restent en fait. Et après, on cohabite avec cette part de nous-mêmes parce que c'est pas quelque chose qui part quand on parle de guérison, par exemple, pour un trouble comme celui-là. C'est vrai et c'est pas vrai. Je pense que c'est quelque chose pour avoir énormément échangé avec des jeunes femmes concernées et des femmes d'ailleurs plus âgées et qui se sentent toujours concernées. C'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre en fait et on apprend à composer. Et c'est quelque chose que j'applique du coup aussi pour toutes ces expériences que j'ai pu avoir et qui peut-être n'ont pas été hyper agréables. Mais aujourd'hui, pour moi, j'en fais une force. Tu vois, je me dis, là, je peux le partager ici avec toi. Ça peut peut-être aider, ça peut peut-être faire que quelqu'un va se reconnaître, il va avoir de l'espoir, il va se dire, ouais, en fait, je vais arrêter de lutter contre moi-même, je vais essayer d'accepter, je vais essayer de me pardonner aussi ça et de m'aimer. S'aimer, en fait, c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Je pense qu'il faut s'aimer vraiment, quoi, s'aimer vraiment. Et quand on est dans ces troubles-là, on n'est pas dans l'amour de soi, mais la vraie source de guérison, c'est justement de switcher petit à petit vers l'amour de soi. Et ça aide énormément, énormément. Voilà, je commence à partir dans plein de choses, mais merci. L'espace est là, ouais. Merci à toi de partager et je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. Moi, à mon sens, on a tous nos zones d'ombre et nos zones de lumière et c'est quelque part aussi, comme tu en parlais tout à l'heure, où est-ce qu'on met l'énergie et à un moment, je pense qu'on se fatigue, qu'on n'a plus envie de nourrir la peur, qu'on n'a plus envie de nourrir la culpabilité et là, on se dit, ok, j'ai envie de mettre mon énergie pour moi, en fait. De quoi j'ai besoin? Oui, c'est l'amour de soi, comme tu dis. Je pense que ça change. Moi-même, dans mon parcours, au début, moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans ma vie mis d'abord les autres avant moi-même. Et j'appelais quelque part l'amour de soi, j'appelais ça de l'égoïsme. Et en fait, j'ai changé ma façon de voir les choses en commençant à m'écouter. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi, quelles sont les bonnes personnes, comme tu disais tout à l'heure, avec qui j'ai envie de co-créer dans mon quotidien. Et en fait, plus on essaie de nourrir cette part, plus je pense que nos histoires restent, ça porte, comme tu dis, ça fait partie de nous. Seulement, ça prend une autre place, en fait. Ça prend une autre place. On crée un nouvel équilibre. C'est ça. On crée un nouvel équilibre avec toutes ces parties de nous qui nous composent, qui font qu'on est qui on est et qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui parce que on a traversé des étapes, des moments inconfortables, des obstacles et qui nous ont permis de nous construire. Et je pense comme toi qu'on change pas les faits, on peut changer la façon de les percevoir et ça je crois que c'est possible. Moi j'ai beaucoup changé dans mon parcours personnel, je me suis formée à l'accompagnement, j'accompagne des personnes aussi pour quelque part revenir à soi et changer ce qui peut nous faire souffrir parce que souvent on va changer parce qu'on est en souffrance. L'être humain fonctionne comme ça pour ensuite accepter qui on est, accepter d'être avec nos défauts, nos qualités. On peut pas, la perfection n'existe pas de toute façon et c'est, je pense aussi, la façon dont on a peut-être aussi créé nos systèmes, cette dualité de noir, blanc, bien, mal, qui fait que on n'accepte pas tout et des fois on attend. On a un miroir beaucoup sur... Oui, c'est très manichéen. Tu attends d'être parfait pour s'autoriser à. Normalement, en fait, stop. On a juste envie de s'autoriser maintenant, puis voilà. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Et tu vois, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, tu sais, tout ce qui va être artistique. Moi, je sais que j'ai vénéré des écrivains aussi pour ça, parce que c'était des personnes qui étaient brillantes, qui étaient inspirantes, qui guidait, qui proposait des choses, etc. Victor Hugo, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire au plus haut point, mais il a des zones d'ombre énormes, et la plupart des peintres, des artistes, des écrivains, ils ont effectivement, mais ils cohabitent avec ça, et ils s'autorisent ça, en fait. On leur autorise ça, et ça n'enlève rien au reste, et je me dis, oui, en fait, là, c'est une représentation un peu poussé à l'extrême de ça, en fait, de ce qu'est un humain, c'est qu'on peut être très bien sur certains points, et oui, bien sûr, en fait, on n'est pas coupé de ces parts qui sont
pas moins bien, mais qui sont aux yeux de la société manichéennes, comme tu dis, et qui seraient plutôt dans la partie un peu noire, etc. Mais encore une fois, je pense que toutes les expériences sont intéressantes et c'est pas du tout ce que je dis on doit souffrir pour ensuite faire quelque chose de bien et transformer ça, etc. C'est pas obligé de souffrir, mais en tout cas quand on a souffert ou quand on a eu des expériences vraiment très désagréables, je pense à des maladies, à des choses comme ça, enfin voilà, et des pertes aussi très lourdes, il y a toujours quelque chose de beau qui peut se passer derrière, et ça passe souvent par le partage en fait, plutôt que le fait de cacher et d'avoir honte de quelque chose. Vraiment, ce partage, il est hyper libérateur, et je vous assure que c'est quelqu'un d'extrêmement timide, réservé, et qui avait honte de soi-même en fait, qui parle aujourd'hui, et qui en fait s'est jamais senti aussi bien que depuis depuis que je me suis dit bah tant pis en fait, hop, on ouvre les portes, on ouvre les vannes et on voit ce qui se passe en face. Et en fait, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes, alors je vais pas vous dire, c'est pas la question de vous rabaisser, mais cette vulnérabilité, elle est pas inférieure en fait. Au contraire, c'est une force énorme. Vous montrez vulnérable, en fait, les gens, ça leur fait du bien. Les gens, ils sont comme ça aussi, sauf qu'ils le cachent. Mais tout le monde est vulnérable. On est tous vulnérables. On n'a pas de carapace en fait. Donc le fait de montrer, bah oui, mais de dire à voix haute, moi en fait j'en ai pas, et je me pars pas si tu veux m'envoyer des balles. Ça désarme aussi l'autre en face en fait. Je veux dire, c'est souvent l'expérience que j'ai fait. En tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'il se crée de plus en plus. Moi, c'est aussi, je pense qu'il faut des utopistes, hein. Il faut des utopistes aujourd'hui pour créer le monde de demain, et heureusement, il y en a plein. Il y en a plein. Après, souvent, ces gens, je les vois sur les réseaux, il y a plein d'activistes qui sont sublimes, qui sont souvent d'ailleurs de gros hypersensibles, et donc qui se prennent toutes les balles, justement parce qu'en fait ils y vont comme ça, et la société telle qu'elle est, ben oui, elle tire encore plein de balles terribles, et donc ils sont transpercés de toutes parts. Et ces êtres humains sublimes, je les vois, ils y vont, ils y mettent toute leur tripes, toute leur énergie, toute leur force, et ils y retournent, et ils se font des phases effectivement de ressources, mais ils y retournent après. Et c'est des gens, c'est pas comme si c'était des psychopathes qui ne ressentaient rien et qui pouvaient à qui ça passait outre ou par-dessus toute cette violence et tout ce truc à bouger énorme. Non, c'est hyper dur, c'est hyper violent en fait pour eux, mais ils le font, et ils ont toute mon admiration. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, mais encore une fois, comme tu dis, et c'est peut-être aussi ça que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la psychologie positive, c'est que plus on s'entraîne en fait à être dans cette bonne énergie, plus on s'entraîne à placer son énergie au bon endroit. Donc je ne suis pas neurospécialiste, mais il semblerait qu'effectivement, plus on fasse ce chemin, donc au début, il faut le forcer un petit peu, il faut y aller, il faut pousser un peu. C'est pour ça qu'au début, ça semble un peu laborieux, et plus ça se fait tout seul. En quelques semaines, quelques mois, quelques années, on peut se transformer. Enfin, c'est réel, hein. On peut vraiment aller vers la personne qu'on a envie d'être en fait. C'est vrai. Donc voilà. Super. Le temps avance, on pourrait parler pendant des heures. J'avais peut-être une dernière question à te poser. Alors je suis d'accord avec toi, hein, il faut des utopistes pour créer le monde de demain. Quelle est ta vision à toi du monde de demain à horizon 10-15 ans? Alors, je suis beaucoup inspirée par Rob Hopkins, qui écrit des livres magnifiques à ce sujet-là. Donc, je pourrais t'envoyer des références, si tu veux. Avec plaisir. Walif, par exemple, mais je mettrai les références. Oui, je suis clairement utopiste, je pense, parce que, alors c'est totalement, bipolaire comme raisonnement, hein, c'est-à-dire que si moi je m'interroge intérieurement, que je pense à mes enfants, etc., enfin même juste moi aussi, hein, je pense à nous, moi je vois un monde effectivement utopiste par rapport au monde réel, et je l'assume totalement, et je veux rester là-dedans, et j'ai aucun problème avec ça. Et d'un autre côté, certaines fois, mais qui sont en minorité, effectivement, je me sens profondément désespérée par cette éco-anxiété. Donc ça aussi, je le partage. Il y a certaines fois, oui, c'est très dur d'absorber les news du matin. Là, la COP26, etc. Enfin, j'ai eu des moments assez pénibles, comme la plupart des gens qui sont sensibilisés à ce sujet-là et qui se sont rendus compte un peu de la mascarade que ça a été. Mais malgré tout,
Je suis pleine d'espoir, justement, grâce à des personnes qui font, grâce à des personnes acharnées, qui continuent à diffuser de l'espoir et aussi qui traduisent ça en action. Ça va être des personnes, par exemple, comme Jane Goodall, qui nous explique qu'effectivement, il y a des choses là, pour l'instant, c'est irréversible, mais on a encore une fenêtre de temps, toute petite, certes, mais on a encore une petite fenêtre de temps pour s'adapter, pour jouer sur plein de curseurs encore. Et donc, du coup, il faut pas du tout se résoudre à un monde qui va être cataclysmique. On a encore des choses sur lesquelles on peut jouer. Il faut préparer ça, il faut accompagner ce changement. Moi, je pense que cette révolution, enfin, c'est vraiment une transformation, une révolution qu'on est en train de vivre. Elle est multifactorielle. Il y a plein de choses dedans. Là, on est vraiment en train d'expérimenter quelque chose de transcendant sur plein de domaines, que ce soit la société, le travail, le rapport à cet écosystème qu'on a voulu dominer et on s'est mis tout en haut de la pyramide, alors qu'en fait, là, on est en train de se rendre compte, on est au milieu et en fait, si on a déréglé ça, on va mourir, voilà. Enfin, voilà, on se remet. Pour moi, ça va être de nous remettre en fait à notre juste place d'humain, donc d'animal aussi. Hein. Je vous invite à aller voir le film de Cyril Dion qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Animal et qui a l'air, j'ai pas pu aller à l'avant-première, mais il a l'air incroyable ce film et qui nous remet aussi à notre place au travers de deux jeunes adolescents qui parcourent le monde, qui se rendent compte de ce qu'on fait à la nature, toute nature confondue, hein. Et oui, ils se disent mais c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Comment on a fait pour en arriver là et comment on fait surtout maintenant pour faire pas machine arrière, mais pour créer quelque chose d'autre, de différent en fait. Donc ça pour moi ce serait un monde de cohabitation, un monde où on fonctionnerait beaucoup plus par le local. Je pense que Rob Hopkins dans ses livres il l'explique très bien. Tu sais, aujourd'hui, ça dépend des pays, mais c'est vrai que moi, je vais souvent au Portugal par ma famille, ma belle famille, la famille de mon mari. Je vois qu'il y a une espèce de solidarité entre voisins assez naturelle, entre les commerces, etc. Voilà, qui se fait. En France, pas trop. J'ai l'impression que dans la plupart des pays, les gens sont très individualistes et se mettent des cases. Mais tu sais, je leur jette pas la pierre parce que moi, la première, j'avais pas cette peur des autres, mais si un peu, et du coup c'était une protection de me dire non mais si je fais semblant de pas m'intéresser trop, on va me laisser tranquille et il y aura pas de jugement, il y aura pas de. Moi j'ai longtemps été comme ça, hein, tu sais, dans cette peur en fait de pas de l'autre, mais presque si la peur de l'autre en fait. Et en fait c'est terrible parce que non, il faut. Enfin aujourd'hui on n'a pas le choix. Aujourd'hui la résilience de nos sociétés, de notre monde, et je parle aussi des animaux, enfin de cet écosystème qu'on est en train de massacrer et qu'il faut à tout prix qu'on se sauve pour se sauver nous-mêmes aussi. Ça passe par l'entraide, ça passe par l'éveil des consciences, ça passe par le partage, et il faut qu'on se connecte les uns aux autres. Donc ça refait le lien encore avec c'est très présent hein, tout le long de ton podcast, mais c'est réel en fait. Et là, ça passe par exemple effectivement par des collectifs, par des réseaux. Donc si tu veux cette aventure des bienveillantes, plus je m'intéresse en fait à. Alors désolée pour ce terme qui peut effrayer, mais le terme d'effondrement, on peut mettre ce qu'on veut derrière, on peut de toute manière, ça reste de l'inconnu hein, pour tout le monde aujourd'hui, même s'il y a des gens qui l'ont conceptualisé. Je lis des choses à ce sujet encore, même si j'évite parce que c'est assez anxiogène, mais plus dans le sens pour construire justement ce monde d'après en fait. C'est quoi, par quoi on commence? C'est quoi en fait qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour accompagner un monde d'après? Et donc je lis pas mal de choses là-dessus, et plus je lis des choses comme ça, plus je me dis waouh, mais en fait l'aventure de bienveillante elle a un sens tellement au-delà, tu vois, de ce qu'on pouvait imaginer en fait, parce que c'est ça, c'est créer du lien entre les gens et faire en sorte que cette résilience et ce lien collectif en fait soit très puissant pour affronter ce qui va arriver et pour s'en relever et pour construire d'autres systèmes, pour construire des choses qui ont du sens en fait. Donc je pense que voilà, ça passe vraiment par ce lien, ces relations, ce partage, cette entraide, cette solidarité. C'est juste la base, et après le reste va se mettre en place. Mais pour moi c'est ça. Pour moi il faut vraiment qu'on se reconnecte les uns aux autres, qu'on se reconnaisse les uns les autres, qu'on ne soit plus dans cette espèce d'individualisme tout pourri qui ne nous mène nulle part. Et c'est pour ça que j'ai quand même envie de rester, tu vois, sur les réseaux sociaux, malgré tout le mal qu'on peut dire d'eux, et à juste titre. C'est que les réseaux sociaux, ça reste un outil quand même assez puissant pour connecter les gens.
ça reste une plateforme très très pratique pour porter des choses, des causes, des mouvements, des idées. Donc j'ai quand même à cœur d'entretenir tout ça grâce à ça. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. C'est parfait. Merci à toi. Oui, puisque on n'a pas eu l'occasion de parler de l'agence que tu as créée, justement sur la gestion des médias sociaux. Est-ce que tu veux en dire quelques mots peut-être sur Belle et Hugo avant qu'on... Moi, voilà, mon métier de base, c'est effectivement être community manager. Donc, comme quoi, tu vois, il y a peut-être pas de hasard, parce que j'y suis venue un peu comme ça. Et en fait, c'est quoi le métier d'un community manager? C'est de créer des communautés sur les réseaux sociaux. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà. Et ça, aujourd'hui, je le fais en mode collectif avec d'autres personnes. Donc, j'ai mon alternante, j'ai plusieurs freelances et tout. Et ça se passe très bien. On essaie d'accompagner des clients, qui ont du sens, chez qui ça résonne aussi toutes ces sensibilités, ces valeurs. Et puis voilà. Puis, j'ai envie aussi de porter une vision de l'entrepreneuriat, tu sais, qui soit collaborative. Il n'y a pas de hiérarchie. Moi, dans le modèle que je veux fonder, c'est quelque chose de très collaboratif, encore une fois. Et puis, ce qui est rigolo, c'est de se dire que moi, voilà, c'est une micro-agence, on fonctionne en mode collectif. Mes clients, parfois, me recommandent. Après, au final, la relation client et prestataire est inversée. C'est l'inverse, en fait. Moi, j'ai besoin d'eux. Enfin, tout se connecte, en fait. C'est très joli quand ça se fait comme ça. Et ça, je l'expérimente avec cet outil qui est l'entrepreneuriat. Et qui est un outil de connexion assez exceptionnel et de transformation et de création, de co-création, pour reprendre tes termes, assez formidable. Donc c'est assez chouette. Je vous invite à vous en emparer si vous voulez proposer quelque chose justement pour le monde qui nous attend, donc qu'on doit co-créer tous ensemble. Exactement. Bon, super. Un dernier mot de sagesse à partager avec ceux qui nous écoutent? Un dernier mot de sagesse. Mon chien du coup qui a envie de prendre la parole. Écoute, alors justement, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que l'humain doit se taire un petit peu et regarder la nature. Donc là, c'est un petit chien. C'est un petit chien, il est domestiqué, donc c'est peut-être pas la plus magnifique représentation de la nature, mais malgré tout, si là, il est en train de s'exprimer, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'essayer de tout stéréotyper, de tout mettre dans des cases, des cages, de tout enchaîner, voilà. Je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a une nature, qu'il y a un écosystème, qu'il y a du vivant, et que nous, on fait partie de ça, on fait pleinement partie de ça, et on se met à notre juste place. Donc, je suis ravie que Luigi, tu aies pris la parole. C'est mon petit chien. Ça y est, il a pris la parole, il s'est exprimé à travers toi. J'adore. Merci à toi, Céline, pour merci infiniment. Avoir accepté l'invitation, être parmi nous, avoir partagé sur ton histoire, tes projets, ta vision. Tes conseils aussi sur l'entrepreneuriat. Tu as un bel exemple d'alliance entre l'hypersensibilité, la bienveillance et l'entrepreneuriat. Un rôle modèle pour beaucoup. Et merci à toi pour tes paroles et tes mots. Merci infiniment, Dunia. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté ? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.